Bonjour à tous. Je vais aborder la question du risque cardiovasculaire dans le diabète de type 1. Ce qu'on sait très bien depuis, plus de 20 ans, c'est qu'on a une très très grosse littérature sur le risque cardiovasculaire du diabète de type 2 qui, il est vrai, est augmenté de façon très significative. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que le risque cardiovasculaire du diabète de type 1 est lui aussi très augmenté, comme on va le voir. Et c'est un sujet qui, jusqu'à ces dernières années, a été très très peu développé et qui devient une question importante. Alors, vous avez ici une étude qui a été publiée en 2015 à partir d'une large population. Et on s'aperçoit que l'espérance de vie est réduite chez les patients diabétiques de type 1, d'environ 12,9 années, donc presque 13 années chez les femmes, et un petit peu moins chez les hommes, 11 années. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de très significatif. Et quand on regarde le détail de cette large étude épidémiologique, on s'aperçoit que c'est la mortalité cardiovasculaire qui remporte le lot, avec 45% des hommes qui vont décéder de problèmes cardiovasculaires et 42,4% chez les femmes, donc ce qui est largement au-dessus de ce que l'on observe dans la population générale. Alors ce travail est assez intéressant, travail réalisé en Suède, et vous voyez en bleu ici la diminution de la mortalité toute cause, de la mortalité cardiovasculaire et coronaire chez les patients diabétiques de type 1 depuis les années 2000. Donc c'est dans les 20 dernières années. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une très nette amélioration de la mortalité cardiovasculaire qui a diminué. Alors ceci est lié à plusieurs choses. D'abord, probablement un meilleur contrôle de la glycémie, quoique ce n'est pas encore bien démontré. Surtout, je pense, une meilleure prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire dans la population diabétique de type 1 dans un pays qui pouvait se le permettre, c'est la Suède. L'amélioration de la cardiologie interventionnelle, et on sait très bien qu'actuellement, les progrès de la cardiologie interventionnelle font que le décès lié à l'infarctus est nettement moins fréquent qu'il y a 20 ans. Cependant, ce qu'on voit aussi très bien, c'est que le risque cardiovasculaire, s'il a été amélioré chez les patients diabétiques, comme dans la population non diabétique, reste encore très élevé par rapport à la population contrôle non diabétique, ce qui montre bien qu'il y a encore un surrisque qui est très important. Alors, comment on explique ce risque cardiovasculaire du diabète de type 1 ? Il y a plusieurs mécanismes. D'abord, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire habituels. J'insiste là-dessus parce qu'en tant que médecin, on va pouvoir être très actif là-dessus. Ces facteurs classiques que sont le tabac, l'hypertension artérielle et le LDL cholestérol. Alors, toutes les grandes études épidémiologiques, je vous ai mis ici l'étude DCCT-EDIC dans le diabète de type 1, a très nettement montré que vous avez tous ces facteurs de risque qui apparaissent. On a le tabac, la pression artérielle systolique et puis le LDL cholestérol qui sont des facteurs complètement indépendants de risque cardiovasculaire. Donc ce sont des choses bien connues mais qui ont été validées par ces larges études épidémiologiques. Dans le travail suédois, avec plus de 33 000 patients diabétiques de type 1, une très large base de données, on s'aperçoit ce qu'on peut comprendre facilement, que plus vous avez de facteurs de risque cardiovasculaire, plus vous avez une augmentation de votre mortalité cardiovasculaire. Et on le voit très très bien ici, quand vous êtes à 5 facteurs de risque, le hazard ratio est à 12,4, ce qui est extrêmement élevé. Alors les facteurs de risque, on le retrouve toujours les mêmes, la pression artérielle systolique, le LDL cholestérol et le tabagisme. À côté de ça, vous avez un facteur de risque dans le diabète de type 1 qui est sûrement le premier, c'est l'hyperglycémie chronique, qui est beaucoup plus important pour expliquer le risque cardiovasculaire que dans le diabète de type 2. Alors, quand on reprend les données de l'étude DCCT-EDIC, on a pu analyser que pour chaque augmentation de 1% de votre hémoglobine glyquée, vous avez un surrisque augmenté de 42%. C'est retrouvé dans une méta-analyse où on a repris toutes les grandes études prospectives réalisées dans le diabète de type 1, et on voit que là, pour 1% d'augmentation de l'hémoglobine glyquée,
on a une augmentation du risque de 32%. Donc il y a une réalité épidémiologique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la démonstration que si on diminue l'hémoglobine glyquée, si on améliore le contrôle glycémique, on réduit le risque cardiovasculaire. Et ça a bien été montré dans l'étude DCCT et DIC. Alors quels sont les mécanismes liés qui vont associer l'hyperglycémie chronique au risque cardiovasculaire? D'abord, on a une augmentation de la PKC qui est activée, la protéine kinase C, activée par l'hyperglycémie directement. Et lorsque la protéine kinase C est activée, vous avez une augmentation de protéines, de cytokines pro-inflammatoires qui vont être produites en particulier par les macrophages, une augmentation de protéines d'adhésion comme l'ICAM qui va favoriser l'adhésion des monocytes sur la paroi artérielle, une augmentation de l'endothéline 1 qui est produite par l'endothélium et qui est un facteur de vasoconstriction, et puis une augmentation du PAI-1 qui est un facteur qui va donc réduire la fibrinolyse et donc favoriser tout ce qui est thrombose. Deuxième mécanisme physiopathologique, c'est l'augmentation, la stimulation de la voie des polyols. Et la stimulation de la voie des polyols va entraîner un stress oxydatif accru qui va participer à l'inflammation chronique qui favorise l'athérosclérose. Enfin, on en a entendu parler ce matin, les produits de fin de glycation, qu'on appelle AGE en anglais, Advanced Glycation End Products, et qui, eux, vont avoir un effet direct extrêmement important, avec une augmentation de la migration des monocytes, de leur adhésion, de leur transformation en macrophages, l'oxydation des LDL qui va être favorisée par ces AGE, la production de cytokines inflammatoires par les macrophages qui va être stimulée directement par les AGE, la production d'endothéline 1 à effet vasoconstricteur par l'endothélium et la diminution de l'oxyde nitrique à l'effet inverse de l'endothéline qui est un facteur de vasodilatation et qui là va être réduit par les AGE. Et enfin, un mécanisme qui est très important, c'est la modification de structure des protéines de la paroi artérielle comme le collagène et l'élastine. Alors c'est plus facile à comprendre sur un schéma. Vous avez ici l'hyperglycémie, et on voit que l'hyperglycémie va favoriser l'adhésion et la migration des monocytes qui vont pénétrer dans la paroi artérielle, qui vont se transformer en macrophages, et ces macrophages vont se gonfler de lipides et donner les cellules spumeuses qui forment le lit de la plaque d'athérome. On a une dysfonction endothéliale qui va être accélérée par l'hyperglycémie, avec production d'endothéline 1 et diminution de NO. Vous avez une oxydation des LDL qui aussi est favorisée par le sucre directement, par l'hyperglycémie. La promotion de production de cytokines inflammatoires par les macrophages. Et puis la modification des protéines de la matrice extracellulaire, en particulier collagène et élastine. On a aussi un effet sur la thrombose et sur la prolifération et la migration des cellules musculaires lisses. Donc on a un effet qui est important, et dans tous ces effets, vous avez un effet direct via la PKC, ou la voie des polyols, et puis un effet via les AGE. Et vous voyez que les AGE, les produits de fin de glycation, ils se retrouvent partout, et ils vont avoir un rôle tout à fait délétère. Et plus votre hyperglycémie est élevée, plus elle est lente et prolongée, plus vos AGE sont élevés. Alors juste un focus sur la paroi artérielle. Ce qui se passe dans la paroi artérielle des patients diabétiques en hyperglycémie chronique, c'est que vous avez une glycation de l'élastine et du collagène qui va faire une véritable toile d'araignée avec des liaisons croisées importantes qui vont être des pièges pour le LDL cholestérol qui va se trouver coincé là. Et vous avez comme conséquence une matrice extracellulaire qui est extrêmement dilatée, augmentée, et une rigidité artérielle qui est importante. Et ce mécanisme est important parce que ça explique pourquoi, quand on normalise, on réduit l'hyperglycémie, il faut des années et des années pour voir le bénéfice cardiovasculaire. Parce que là, on a sûrement un des mécanismes les plus importants qui relie l'hyperglycémie chronique au risque cardiovasculaire. Alors voilà la fameuse étude des CCT et DIC qui nous avait montré il y a assez longtemps maintenant qu'on a un bénéfice prouvé
de la réduction de l'hyperglycémie chronique dans le diabète de type 1 sur le risque cardiovasculaire, puisqu'on avait une réduction de 57% dans une population très jeune, et vous imaginez que chez des gens plus âgés, le bénéfice sera encore plus important. Donc l'hyperglycémie que j'ai mis en rouge, parce que c'est vraiment le rôle majeur. Ensuite, la néphropathie et la microalbuminurie, qui reste une véritable question ouverte. Ce que l'on sait, c'est que dans toutes les études, on a une association forte entre la mortalité cardiovasculaire ou coronarienne et la présence d'une microalbuminurie. On retrouve dans la littérature des liens entre la microalbuminurie, d'une part, la résistance à l'insuline dans le diabète de type 1, l'inflammation, le stress oxydant et la dysfonction endothéliale sont des associations. Actuellement, pour être honnête, on n'a vraiment pas compris le mécanisme qui reliait la microalbuminurie au risque cardiovasculaire. Il existe sûrement, mais c'est des choses qui ne sont pas encore bien connues. Le dernier point, qui est parfois mis dans les différents articles de revue, c'est la neuropathie autonome cardiaque, qui vraisemblablement n'a pas de rôle direct pour expliquer l'athérosclérose, mais plutôt un rôle indirect. Parce que si on retrouve une association entre la neuropathie autonome cardiaque et le risque cardiovasculaire, elle apparaît toujours liée à des facteurs associés, parce que quand on a la neuropathie autonome cardiaque, on a très souvent une hypertension artérielle, on a très souvent une microalbuminurie, voire une insuffisance rénale, on a une hyperglycémie chronique importante, et quand on fait un ajustement sur tous ces facteurs, on ne retrouve plus l'association. Donc c'est vraisemblablement plutôt un lien indirect qu'un lien direct. Alors, le problème que l'on a, c'est que l'hyperglycémie chronique et les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, ainsi que la microalbuminurie, n'expliquent pas la totalité du risque cardiovasculaire augmenté dans le diabète de type 1. Et si vous avez un diabétique de type 1 hyper bien contrôlé, sans facteur de risque, il a toujours son risque cardiovasculaire qui est augmenté. Et on le voit de plus en plus en clinique, puisqu'on a maintenant des diabétiques de type 1 qui sont relativement bien contrôlés, qu'on suit depuis des années, et quand on leur fait des scores calciques, on est étonné de voir des chiffres extrêmement élevés. Alors je reprends cette étude suédoise, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, lorsque vous avez une pression artérielle normalisée, lorsque le LDL cholestérol est en dessous de 3 millimoles, lorsque vous ne fumez pas, lorsqu'il n'y a pas de microalbuminurie et lorsque l'hémoglobine glyquée est inférieure à 7%, donc le type 1 idéal, ben vous avez quand même un risque qui est augmenté de 82%. Donc il se passe quelque chose, il y a des facteurs supplémentaires qui sont à prendre en compte et qu'on ne connaît pas encore. Alors c'est une véritable boîte noire dans laquelle jaillissent plusieurs hypothèses, mais on n'a pas encore la réponse à ce surrisque. Alors, on parle des hypoglycémies chroniques, peut-être. Le niveau de preuve, pour le moment, n'est pas très fort, même si on a des travaux qui montrent que durant les périodes d'hypoglycémie, on a des facteurs d'inflammation qui sont accrus. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer ce surrisque cardiovasculaire? Ça n'a pas encore été franchement démontré. La variabilité glycémique, dans le diabète de type 2, on a quelques données qui semblent montrer que la variabilité glycémique accroît le risque cardiovasculaire. Ces données ne sont pas encore observées dans le type 1, puisqu'on manque de données. On espère beaucoup, avec la boucle fermée, où on réduit la variabilité glycémique, avoir peut-être une réponse à cette question. L'insulinorésistance est sûrement un point qui est important, puisqu'on a de plus en plus de diabétiques de type 1 obèses avec insulinorésistance, et donc c'est un facteur à prendre en compte. On a les anomalies lipidiques cachées, dont je vous dirai un mot, et on a aussi la réponse immune dysfonctionnelle, avec des anticorps particuliers contre la cellule musculaire, contre la cellule myocardique en particulier, qui sont associés à un surrisque cardiovasculaire dans des études récentes au cours des dernières années. Donc il y a peut-être aussi un côté d'immunité qui sera à prendre en compte. Alors, juste un mot sur la résistance à l'insuline, pour rappeler qu'on a de plus en plus de diabétiques de type 1 avec obésité abdominale, et qu'on les estime en fonction des populations, un chiffre qui va entre 9 et 18%.
Les patients qui se présentent avec ce type de profil, ils ont déjà le périmètre abdominal augmenté, les chiffres tensionnels un peu plus élevés, le syndrome métabolique, les triglycérides augmentés, le HDL bas, etc. Donc ce sont des populations que l'on voit de plus en plus dans tous les pays du monde. L'autre mécanisme qui peut être important, c'est ce qu'on appelle les anomalies lipidiques cachées du diabète de type 1, qui est un véritable piège, puisque quand vous avez un patient diabétique de type 1, les triglycérides sont normaux, voire bas. Le LDL, il a un taux classique, normal, et surtout le HDL est élevé. Donc on entend parfois dans les couloirs dire le HDL est élevé, c'est protecteur, très bien, tout va bien. En fait, pas du tout. Là, vous n'avez qu'une partie de la photo, mais vous avez la partie émergée de l'iceberg, où vous avez toutes ces anomalies qualitatives et fonctionnelles qui sont extrêmement importantes, puisque le HDL du sujet diabétique de type 1, il est complètement dysfonctionnel. Il a des anomalies qualitatives majeures, pareil pour les LDL. On a des LDL oxydés, des LDL petites et denses, qui sont très hétérogènes, et même si le taux de LDL et cholestérol est normal, il y a quelque chose qui se passe derrière. Alors, on a ces anomalies qualitatives avec des VLDL qui sont enrichis en cholestérol estérifié et en triglycérides, qui sont ces LDL qu'on appelle les VLDL1, qui vont activer les macrophages et se transformer facilement en cellules spumeuses et augmenter la production de cytokines. On a au niveau des LDL un enrichissement en triglycérides avec quasiment tous les diabétiques de type 1 qui ont des LDL petites et denses. Ce qui est très fréquent, on a une augmentation de l'oxydation des LDL, quelque chose qui est aussi très défavorable. Et donc ces anomalies sont à risque d'athérosclérose prononcée. Enfin, le HDL est riche en triglycérides pour des raisons d'activité de la CETP qui est plus importante, vraisemblablement liée au fait qu'on administre l'insuline par voie périphérique, ce qui n'est pas la voie physiologique, ce qui a des effets sur les lipides, cette administration d'insuline par voie périphérique. Et puis, on a des anomalies lipidomiques qui sont très intéressantes. En particulier, on a une baisse de la sphingosine 1-phosphate qui permet en fait au HDL de stimuler la production de NO par l'endothélium. Alors juste une photo qui arrive à bien faire comprendre ces HDL dysfonctionnels dans le diabète de type 1. C'est un travail qui avait été réalisé par Laurence Perségol dans notre équipe il y a plusieurs années. Lorsque vous mettez des LDL oxydés sur des aortes de lapin, vous entraînez une vasoconstriction, ce qu'on voit très bien ici par rapport à un liquide de Krebs neutre. Si vous rajoutez du HDL de sujets contrôle, des humains, vous voyez que vous prévenez cette vasoconstriction. Et ça, on sait très bien pourquoi, parce que le HDL va promouvoir la production d'oxyde nitrique par l'endothélium. Et si au lieu de mettre des HDL de sujets contrôle, vous mettez des HDL de diabétiques de type 1, avec hémoglobine glyquée normale ou pas, peu importe, ben vous n'avez plus d'effet. C'est-à-dire que le HDL du sujet diabétique de type 1, il a beau être élevé, il ne marche pas. En tout cas, pas bien du tout. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte et pour lequel on n'a pas encore d'armes thérapeutiques. Alors, dans un travail réalisé par Damien Denimal dans notre équipe, il avait pu montrer que les patients diabétiques de type 1 avaient des modifications du lipidome et en particulier une baisse de la sphingosine 1-phosphate. Et la sphingosine 1-phosphate, elle a un récepteur sur l'endothélium et le HDL, il utilise la sphingosine 1-phosphate pour stimuler la NO-synthase dans l'endothélium et donc la production de NO. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on prend des HDL de patients diabétiques de type 1 pauvres en sphingosine 1-phosphate et que l'on les enrichit artificiellement en sphingosine 1-phosphate, ben on restaure cette fonctionnalité. Donc là, il y a peut-être une cible thérapeutique intéressante. Alors, toutes ces questions sont encore largement ouvertes et c'était une des premières motivations de SFDT1 qui, comme vous le savez, cette large étude sur le diabète de type 1, c'est de mieux comprendre le risque cardiovasculaire avec une base de données qui nous permettra de répondre à certaines questions. Je vous ai évoqué la variabilité glycémique, les hypoglycémies, etc. Maintenant, en traduction clinique, il y a l'intérêt du contrôle glycémique optimal du fait de cette hyperglycémie qui est probablement le mécanisme majeur dans le diabète de type 1.
l'arrivée des pompes à boucle fermée va peut-être être une ouverture intéressante pour optimiser le contrôle glycémique. Le contrôle des chiffres tensionnels est lui aussi primordial, avec la mise en place d'un traitement dès que vos valeurs dépassent 140-90, avec des objectifs qui sont d'être entre 130 et 80 pour un sujet traité. Le contrôle du LDL cholestérol est lui aussi important, très utile, avec énormément de faiblesse de notre part, de manque d'agressivité dans la prise en charge du LDL cholestérol, puisque même chez les diabétiques de type 1 traités, on a des valeurs de LDL cholestérol qui sont quand même au-dessus des objectifs. Alors nous avons là depuis 2021 des nouvelles recommandations qui ont été faites par la SFD et la SFC, où on va définir déjà le risque cardiovasculaire du patient diabétique. Vous avez un risque cardiovasculaire très élevé si vous êtes en gros dans une situation de prévention secondaire élargie ou si vous avez une atteinte rénale. Alors si on regarde dans le détail, c'est-à-dire quelqu'un qui a un antécédent cardiovasculaire, c'est la prévention secondaire, ce qui est logique, et on y a rajouté la fibrillation auriculaire. Quelqu'un qui a un LDL supérieur à 1,90, a priori, on en reparlera tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, en plus de son diabète de type 1, a une hypercole familiale, donc il est forcément à risque très élevé. Après, vous avez les atteintes rénales majeures, c'est-à-dire la macroalbuminurie et le DFG inférieur à 30. Là, vous avez tous les signes indirects qu'il s'est passé quelque chose dans votre myocarde, c'est-à-dire une onde Q qui signe qu'il y a eu une nécrose méconnue, des anomalies du ventricule gauche, et on y a rajouté la sténose d'une artère périphérique, en particulier des membres inférieurs supérieurs à 50%. Donc c'est en gros une situation de prévention secondaire élargie à l'atteinte rénale sévère. La deuxième situation, c'est le risque cardiovasculaire élevé, où vous êtes considéré à risque cardiovasculaire élevé, là toujours dans le diabète de type 1, si vous avez au moins deux critères. Donc pour le diabète de type 1, le fait d'avoir une durée de diabète qui dépasse 20 ans vous fait cocher la case. Après, un antécédent familial de maladie coronarienne précoce va faire cocher la case aussi. Ce qui est très important, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire non contrôlés, en particulier une hémoglobine glyquée qui sera au-dessus de l'objectif de 7%, la pression artérielle qui ne sera pas contrôlée, et le tabac chez quelqu'un qui fume. La microalbuminurie ou un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 vous fait cocher la case, et après vous avez des atteintes sévères, la rétinopathie sévère, la neuropathie végétative ou la dysfonction érectile, qui là aussi fera cocher la case, et l'activité physique faible aussi est considérée comme défavorable. Donc en pratique, si vous avez un diabétique de type 1 qui est diabétique depuis 25 ans, qui ne fume pas, qui a l'hémoglobine glyquée à 6,8%, qui n'a pas de microalbuminurie, etc., il a coché qu'une case, donc il ne sera pas dans cette case-là. À l'inverse, si c'est votre diabétique de type 1 qui a aussi 25 ans de retard, mais qui a son hémoglobine glyquée à 7,5%, il a coché les deux cases. Donc voilà, ça c'est un tableau qui permet de classer les sujets en risque très élevé ou élevé. Et puis enfin, si vous n'êtes ni dans cette première catégorie très élevée, ni dans l'autre élevée, vous êtes à risque intermédiaire. Alors, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir très facilement déterminer les objectifs. L'objectif du risque très élevé, c'est celui de la prévention secondaire, 0,55 g par litre. Du risque élevé, c'est 0,70 g par litre, comme dans toutes les recommandations internationales. Et puis intermédiaire, c'est inférieur à 1. C'est-à-dire que tout diabétique de type 1, il doit forcément avoir son LDL en dessous de 1, dans tous les cas. Et après, d'autant plus bas que le risque cardiovasculaire est élevé. Et quand on regarde les patients que l'on suit, ils ont très souvent des valeurs qui dépassent le 1 g. L'arrêt du tabac, ça c'est aussi un véritable problème, puisqu'on a dans les données françaises environ 40% des diabétiques de type 1 qui fument. Donc c'est un véritable problème, parce je pense qu'on manque d'agressivité. Il faut se faire aider sûrement par des spécialistes, tabacologues, infirmiers spécialisés en tabacologie. Peut-être qu'il ne faut pas demander au patient s'il a envie de voir un tabacologue, mais le faire de façon obligatoire. On ne demande pas aux patients s'ils ont envie de voir la diététicienne. Donc je pense qu'il y a
peut-être un travail à faire, parce qu'on est extrêmement en retard sur ce plan-là. Et ça, on voit très bien chez nos patients qui fument ce que ça donne, autant au niveau du cœur que des artères des membres inférieurs. Donc la motivation, là, c'est assez important. Donc l'intérêt de parler de temps en temps du risque cardiovasculaire aux patients diabétiques, pour le sensibiliser là-dessus, parce que c'est vrai que dans l'histoire qu'il a reçue depuis le départ, il a bien compris le risque de la rétinopathie, le risque de l'insuffisance rénale, mais beaucoup moins le risque sur les artères. Donc ça, c'est important. La nécessité de contrôler aussi étroitement que possible les autres risques cardiovasculaires. Peut-être d'avoir auprès des patients diabétiques de type 1, dans les associations, une meilleure médiatisation de risques cardiovasculaires, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien compris. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une augmentation très significative du risque cardiovasculaire dans les populations diabétiques de type 1, associé à des facteurs classiques reconnus, tabac, HTA, LDL, cholestérol, à l'hyperglycémie chronique, et j'insiste beaucoup sur son rôle important dans la physiopathe, et sur la microalbuminurie qui aussi intervient. Donc on a un intérêt majeur à contrôler ces facteurs de risque pour réduire le risque cardiovasculaire. Cependant, ce risque élevé, ce risque demeure élevé même si vous avez un très bon contrôle de vos facteurs de risque et une normoglycémie, et ce qui nécessite d'avancer dans les études pour mieux comprendre les mécanismes en cause dans ce risque cardiovasculaire et trouver peut-être de nouvelles cibles thérapeutiques. Voilà, je vous remercie. Moi, j'avais une petite question, le temps qu'il y a une main qui se lève. Effectivement, avec tous ces outils que maintenant on a pour régler ou mieux optimiser ça, sur l'équilibre glycémique des diabétiques de type 1, je m'interroge s'il y a aussi un phénomène de aging de cette population qui est aussi pris en compte dans ces études observationnelles. Le fait que les diabétiques type 1 ils vivent, disons, différemment et plus longtemps. Est-ce que ça les recadre dans des couloirs de risque différents que ce qu'on connaissait dans la littérature ancienne? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a commencé à parler du risque cardiovasculaire du diabète de type 1 quand ils ont pu vivre plus longtemps qu'avant, quand ils mouraient très jeunes, soit d'acidocétose, soit de complications rénales, ça se voyait moins. Mais c'est vrai que maintenant, on a énormément progressé et qu'ils vivent plus longtemps. Alors, toutes les études épidémiologiques ont pris en compte l'âge. On compare toujours à des âges identiques. Mais c'est vrai que c'est un élément important, puisque c'est des complications qu'on va voir apparaître beaucoup plus fréquemment, parce qu'on a mieux contrôlé la rétinopathie, on contrôle mieux la néphropathie, et que ce risque cardiovasculaire va devenir majeur. Et souvent, le patient diabétique de type 1, il ne l'a pas en tête. Il doit intégrer énormément de choses, y compris la lourdeur de son traitement. Et on a, en termes de complications, il a bien compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer dans les yeux, dans les reins et dans les nerfs, mais pas trop au niveau des artères. Une question sur, un commentaire et une question. Le premier, c'est tout à l'heure, Bruno, tu nous as parlé du score calcique. Du coup, vu qu'il est altéré et peut-être précocement, est-ce qu'il serait un meilleur marqueur pour amener plus bas, the lower, the better, le LDL encore plus bas que 0,55 pour les protéger? Et le deuxième point, c'est sur le non-HDL cholestérol, qui fait partie du score 2, mais le score 2 qu'on n'utilise pas pour les patients diabétiques. Est-ce que du coup, il y aurait un intérêt à creuser cette partie chez eux pour justement voir si c'est associé si ça changerait en fait nos objectifs pour eux? Oui, merci Mario pour ces questions. Dans le niveau du LDL cholestérol inférieur à 0,55, il faudrait des preuves. Parce que est-ce qu'il faut mettre en route un traitement qui va être très lourd, avec un risque d'effet secondaire, si on n'a pas de bénéfices démontrés? Je pense que c'est quand même la première chose, c'est d'avoir des preuves. Donc on ne les a pas encore. Le non-HDL cholestérol est extrêmement intéressant dans l'obésité abdominale, dans le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1,
j'allais dire pur, à poids normal, etc., probablement qui n'apportera pas grand-chose de plus que le LDL. Parce que de toute façon, les anomalies lipidiques qualitatives, on ne les voit pas dans le non-HDL. Il peut en revanche être intéressant chez nos patients diabétiques de type 1 avec obésité abdominale, parce qu'eux, ils sont classés en syndrome métabolique, et là, on va voir apparaître un non-HDL cholestérol plus élevé. Ouais. J'aimerais savoir si le dosage de l'homocystéinémie a de l'intérêt dans ce cadre-là. L'homocystéinémie, il y a des déficits génétiques particuliers, donc on n'a pas d'études sur l'homocystéinémie dans les patients diabétiques de type 1. Ce qu'on sait, c'est que c'est parfois dosé chez certaines personnes qui ont fait des accidents cardiovasculaires précoces avec aucun facteur de risque retrouvé, un bilan lipidique normal. On est dans des cas un petit peu particuliers. Dans le diabète de type 1, on n'a pas de données. Donc pour le moment, ça ne fait pas partie des recommandations. Peut-être qu'avec SFDT1, on va pouvoir creuser ça, parce qu'on a des prélèvements à notre disposition qui pourront permettre d'avancer. Mais pour le moment, c'est pas recommandé. Donc les recherches n'ont pas été faites de ce côté-là? Pas encore. Ok. Une petite question rapide. Alors, juste sur les mécanismes d'action de l'hyperglycémie dans l'altération de la paroi artérielle et de la matrice extracellulaire, l'augmentation de la rigidité, est-ce que, peut-être qu'on ne le sait pas encore, est-ce que c'est réversible? Parce que l'incidence des événements cardiovasculaires, elle s'arrête, ou elle diminue, mais est-ce que la rigidité artérielle est récupérée quand on traite l'hyperglycémie? Elle est récupérée en partie, mais ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, parce qu'il faut, entre guillemets, détricoter ce réseau qui a été créé avec les produits de fin de glycation, dont certains sont irréversibles. Et la régénération de la paroi artérielle va prendre beaucoup plus d'années, alors qu'au niveau d'une plaque d'athérome qui est bourrée de cholestérol, le fait de filer une statine qui va baisser le cholestérol dans la plaque va donner un effet rapide, et on sait très bien dans les études que quand on traite avec des statines, 18 mois après, on a déjà les deux courbes qui se séparent, etc. Alors qu'avec l'hyperglycémie, dans les grandes études comme UKPDS, on a eu un effet, mais qui a été observé seulement après 10 ans. Et c'est sûrement une des raisons, c'est que ça se passe là-dedans, que c'est beaucoup plus compliqué que la tension artérielle ou le LDL cholestérol. Oui, Bruno, Jean-François Gauthier. J'avais deux petites choses. La première chose, c'est moi, il me semblait qu'il y avait des données récentes épidémiaux qui suggéraient qu'un type 1 non néphropathe vivait plus longtemps que son compteur pars ajusté au poids, au statut socio-économique. Est-ce que c'est... Non, c'est pas cette étude-là passée dans Diabétologia, je crois, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, mais tu vois, c'est étonnant parce que toutes les données, je pense à l'étude de Livingstone, montrent très bien que même si tu n'as pas de protéinurie, de microalbuminurie, si tu as un bon contrôle glycémique, tu es toujours à sur-risque. Donc il n'y a pas de voilà. Et est-ce qu'on a trouvé des données, parce que je vois dans EPIC, DCCT EPIC, il y a des anomalies épigénétiques des gènes de l'inflammation au niveau de tissu adipeux. Est-ce qu'il y a eu des recherches semblables au niveau artériel, au niveau de la paroi, parce que ça serait un lien évident entre l'hyperglycémie chronique et finalement ces lésions artérielles. Je ne sais pas. J'ai pas vu, moi, de papier sur ces protéines-là. Non, je n'ai pas vu ça. Parce que j'ai une question, moi aussi, pour la médecine de ville, un peu moins fondamentale, un peu plus pratique. Professeur Panformis. Je commence. Professeur Sabat. Une petite. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des données différentes sur LP petit a dans le diabète de type 1 versus diabète de type 2, ou c'est pareil sur le facteur de risque? Alors, il y a eu quelques petites études qui ont été faites où il n'y avait pas... En fait, c'est un déterminisme génétique. Hein. Il n'y a pas plus de chances d'avoir une LP petit a élevée quand on est diabétique de type 1 que quand on est non diabétique. Est-ce qu'il y a un surrisque encore? Alors ça, on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas de données suffisantes. Sur la LP petit a, il y a eu quelques études qui ont été faites avec un nombre de patients et qui n'ont pas été suivis. Hein, on sait seulement des études de dosage. Là encore, peut-être qu'avec les données de la cohorte française, on pourra répondre à cette question. Hein. Alors, Luigi, c'est une question qui se veut un peu provocante, si tu me permets, Bruno.
je ne suis pas sûr qu'elle soit du coup très très courte, mais tu as parlé de preuves dans ta réponse à Marie-Laure, et je vois là maintenant l'essor du score calcique de partout, on demande des scores calciques, alors qu'à mon sens, mais tu vas me dire ce que tu en penses, on fait la même erreur qu'on a fait avec le dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse pendant des années, à savoir prôner ce dépistage alors qu'on n'avait aucune preuve, alors même qu'au fil du temps, les preuves sont plutôt accumulées en défaveur de ce dépistage, puisque toutes les études qui ont été faites ont montré qu'il n'y avait pas d'intérêt en termes de morbimortalité, de pronostic des patients. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose? Donc ça s'est calmé au niveau du dépistage de l'ischémie myocardique silencieuse, mais là, c'est l'argamanu sur le score calcique, alors qu'il y a des études en cours qui, justement, évaluent stratégie des facteurs de risque cardiovasculaire en se reposant sur le score calcique versus on ne le fait pas, on fait les facteurs de risque que tu as présentés, classiques. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre ces résultats pour prôner le score calcique à tout azimut? Alors, le problème de ce que tu dis, c'est le tous azimut. Parce que si on lit bien les recommandations, on ne doit pas le faire à tout le monde. On doit le faire selon des profils de risque. Et ce qui est fait souvent, c'est trop vite, c'est de le faire à tout le monde, sans se poser la question de l'âge du patient, de l'ancienneté, des facteurs de risque associés, etc. Si on a un patient diabétique de type 1 à risque intermédiaire, et on en a, à ce moment-là, il ne faut rien faire. Et c'est un début de réponse, tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on est allés tous trop vite en le prescrivant systématiquement. Mais peut-être que l'idée de sélectionner les patients chez qui le faire, c'est bien. Et surtout, je pense, l'intérêt du score calcique, même s'il y en a trop qui sont faits, c'est de sélectionner les patients qu'on adressera au cardiologue. Parce que c'est quand tu as un score calcique très élevé que c'est intéressant d'aller faire un dépistage, alors que si le score calcique n'est pas augmenté, on en reste là. Si, il y a des travaux qui ont été faits. Alors, pas chez les diabétiques de type 1, je suis d'accord, mais dans les populations non diabétiques, ça a une très très bonne valeur prédictive négative. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça. Alors moi, professeur, j'aurais la dernière question à vous poser. C'est plus pour la médecine libérale qui prescrit quand même 95% des bilans biologiques aux patients diabétiques. Pour revenir sur le marqueur rénal, sur la microalbuminurie, est-ce qu'on pourrait rappeler, parce que dans la présentation, on a parlé de la microalbuminie sur 24 heures, alors qu'en pratique, dans nos prescriptions, c'est les rapports ALB sur créate sur échantillon. Donc peut-être bien rappeler la valeur de positivité pour que nous repartons tous avec cette mesure en tête. Et le corollaire de cette question, les modalités de dépistage de cette microalbuminurie. Est-ce qu'il est légitime, par exemple, pour un patient que l'on voit en décompensation diabétique, découverte récente, de faire à ce moment-là la microalbuminurie dont il apparaissait qu'elle était très souvent positive? Ouais, c'est une bonne question. Dans les périodes de décompensation aiguë, sûrement qu'on peut attendre, on n'est jamais dans un caractère d'urgence pour dépister la microalbuminurie, donc le faire à froid, c'est sûrement beaucoup mieux. Après, le rapport est très intéressant parce que c'est un rapport sur échantillon, tranquillement à jeun, on n'est pas obligé d'avoir les urines de 24 heures. Donc voilà. Alors après, on a des valeurs qui sont inférieures à 30 et qui permettent de conclure à l'absence de microalbuminurie. Merci beaucoup. Merci.